Très ravi de nous retrouver. Toutefois, gardons frais en mémoire l'âme de la devise du forum de médias constitué dans cette trilogie: fidélité, efficacité, régularité. Comment se présente le plateau de ce numéro? Nous partirons de notre droite avec Michel Kitoko, leader du club de patriotes congolais, politologue de formation, en même temps initiateur de la dynamique politique Pesa Fongo Lamboka. Après Kitoko Michel, nous avons Lutu Mabangu Junior, communicant. Et à côté de Lutu Mabangu, Pompon Joly, chercheur à l'Assemblée nationale. Alors, après la droite, tournons vers la gauche. Et à gauche, nous allons retrouver... C'est Mami Abongo, je suis analyste indépendante au service de mon pays, la RDC. Après Mami Abongo... Mbote, bonjour. C'est Simon-Adrien Kalenga, UDPS Média, la radio au service du peuple d'abord. Ici, invité par Noël pour animer cette émission. Après Kalenga, nous avons... Gandhi Kassende Bokabo, jurisconsulte spécialisé en droit international public, avec plus de penchants sur le droit de la mer, politiste et puis ancien administrateur dans plusieurs structures au niveau de la région parisienne. Après le Parisien, nous avons... Eri Massimbo, analyste politique, chercheur et enseignant. Alors, Eri, vous connaissez l'émission Forum de médias? Oui, c'est une mission que je suivais depuis que j'étais encore étudiant. Je ne dormais pas. Il fallait attendre 22h, 22h30 pour que l'émission commence, suivre l'émission. C'est une émission, je me disais, est-ce que je passerai un jour dans cette émission ou pas? Vous y êtes là. Et aujourd'hui, j'y suis. Okay. Très ravi. Rêve réalisé. Très bien. Ok, le rêve se réalise. Oui. C'est bien. Les sommaires. La charte constitutive de l'Union sacrée pour la nation s'est concrétisée depuis ce 6 avril par les différentes signatures de présidents de partis. Ils sont pas moins de 700 sur la liste. C'est avec espoir de prêter main forte face à l'insécurité récurrente, surtout dans sa partie de l'Est, que la République démocratique du Congo avait fait appel aux troupes régulières des armées de pays amis. Leur présence sur les terrains serait-elle bénéfique? Les jours à venir en diront. Dotés d'un pays si merveilleux, les Congolais, toujours enclins à la recherche du bonheur au pays lointain où ils courent le risque de perdre la vie. Quel paradoxe. Voilà de quoi ce que nous allons parler ces jours. Et commençons par la présence de troupes étrangères sur le sol congolais. Analyste que vous êtes, jusque-là, quels sont les points forts et les points faibles de la présence de ces forces sur le terrain? Commençons par les chercheurs. Pompon. Merci Papa Noël pour la parole. Et moi je dirais non, ce n'est pas bénéfique. Via d'abord l'histoire de notre pays, un pays qui a autant de problèmes, surtout dans la partie est, partie orientale. Depuis que le Congo est Congo, voire même avant la naissance du Congo en tant qu'un pays indépendant, on a connu de sérieux problèmes avec nos voisins. Et les voisins est estampillé, est connu. Ces voisins s'appellent le Rwanda. Et si aujourd'hui on a EIC, l'EIC a été créé depuis les années 60. Mais après 10 ans, il y a eu une interruption. La structure n'existait plus. Et la structure est renée vers les années 2000. Alors, il faudrait maintenant se poser des questions. Pourquoi cette structure est renée
Pendant que les Congolais ont eu des problèmes, il y a eu 94, on nous a demandé d'ouvrir le couloir humanitaire. 97, il y a eu une armée rwandaise, entre guillemets, avec une appellation, je ne sais pas si c'est vrai, mais je dis que c'est faux, pour venir libérer les Zaïrois. Jusqu'à aujourd'hui, ça pèse sur nous, on a un problème. Par rapport à ces faits, pourquoi ne pas organiser notre armée? Vous avez vu le point de presse entre les deux présidents, les présidents congolais et les présidents français. Le président français a dit quoi? S'il y a des problèmes chez nous, c'est votre problème, c'est à cause de non-organisation interne. C'est pas la France. Et il y a un penseur français qui a dit, la guerre c'est quoi? La guerre c'est une conséquence des mégestions internes qui créent des frustrations et puis il y a la guerre. Donc moi je pense qu'aujourd'hui on a une loi de programmation. Au-delà de cette loi, la loi était déjà votée depuis la session de mars de l'année passée. Au-delà de cette loi, il y a encore une autre proposition inscrite dans les calendriers, c'est-à-dire qu'on doit revoir la loi organique. C'est quoi la loi encore? La loi organique sur modifiant et complétant la loi organique portant organisation et fonctionnement des FARDC. Nous sommes aujourd'hui les 10. Dans 5 jours, nous allons consommer les 1 mois. Il ne nous reste que 2 mois pour la session de mars, et qui est l'avant-dernière session de cette législature. Pourquoi ne pas débattre d'abord sur cette loi pour permettre à notre armée d'avoir les instruments juridiques qui va nous permettre de bien organiser notre armée pour faire face à cette agression? Moi, je dirais la présence de toutes ces troupes-là, toutes ces troupes, les armées-là, pour moi, c'est une insulte. On a une armée, d'abord, sur les plans stratification, notre armée est les 10e. Lorsque vous voyez un pays comme le Soudan, qui vous viennent, qui bombardent quelques militaires, et lorsqu'ils arrivent sur les sols congolais, c'est quoi le discours? Nous ne sommes pas venus pour se battre avec les M23. Nous sommes venus pour sécuriser le territoire conquis par les M23. Est-ce que c'est le Soudan qui va sécuriser les sols congolais ou c'est le FARDC qui va sécuriser? Okay. Et ce n'est pas la première fois, si vous lisez l'histoire. On a eu combien? La première fois, c'était l'ONIC, vers les années 60. Même une histoire récente. Nous avons la MONUSCO, qui a fait plus de 20 ans aujourd'hui, avec un budget de plus de 2 milliards de dollars par année. Est-ce que la MONUSCO a fait quoi pour sécuriser notre... Monique a maté la session katangaise. Ça, n'oubliez pas. OK. Monsieur Loutou. Monsieur le directeur, moi, je vais être simple et clair. Cette présence, moi, ça m'indispose un peu. Parce que, déjà, quand vous prenez la composition de la MONUSCO, c'est toutes les armées du monde qui sont là, en fait. Parce que la MONUSCO représente l'ONU. Alors, qu'est-ce qu'on a encore à rajouter, l'EAC, pour venir gérer le problème? Tout le monde, aujourd'hui, nous rappelle face à nos responsabilités. Même le président français l'a dit, c'est une question de responsabilité de Congolais. Donc, l'État congolais doit prendre en charge la sécurité des Congolais et des Congolaises. Ce n'est pas aux autres de faire ce travail, c'est notre travail à nous. Alors, la question qui se pose ici, comme j'ai toujours dit, c'est une question de personnes, en fait, d'hommes au niveau du Congo. Nous devons nous responsabiliser. Nous devons comprendre quels sont les enjeux qui se passent autour de nous. Tant qu'on ne comprend pas ça, on sera baladé de gauche à droite par cette fameuse communauté internationale. Et les morts, il y en aura toujours. Aujourd'hui, les femmes, donc les personnes vulnérables, femmes, enfants, sont dans la forêt. Plus de 5 millions. Ce n'est pas avec des avions ou l'aide humanitaire qu'on peut régler ces problèmes. On est un pays qui est convoité. Convoité par les voisins, même voire les 9 voisins. Donc nous devons aujourd'hui essayer de changer notre idéologie de défense, je crois. Donc pas subir, attaquer aussi. Même être très préventif. On sait que bon, tel voisin se prépare à entrer au Congo, on les laisser entrer, on y va. On va sur place, on règle le problème. D'autres pays le font. Les États-Unis ont été réglé le problème en Afghanistan à 8000 km de leurs frontières. Ils le font. Israël le fait. Israël traverse, va à Gaza. Pourquoi nous, on doit toujours pleurnicher, subir et se lamenter? Pourquoi? Entre-temps, le pays est détruit, le pays est pillé par les hordes je veux dire même de sauvages qui se déversent dans nos collines, dans nos vallées pour faire ce qu'ils veulent.
C'est l'État congolais qui doit en prendre en charge la sécurité des Congolais, pas la MONUSCO, pas l'EAC, pas les voisins. C'est l'État congolais. Et pour ça, donc, il faut réorganiser l'armée. Parce que les hommes, il y en a. Et ils sont capables de faire le travail, parce qu'on l'a déjà fait dans le passé. Quand vous prenez le Zaïre qui a été au Tchad, avec, je crois, Amela, on a administré Djamena. Et des gens comme ça n'existe plus au Congo. On doit mettre du sérieux dans tout ce qu'on fait. Qu'est-ce que le Congo aujourd'hui, la RDC, représente en Afrique centrale? Soyons conscients de cela. Quels sont les enjeux? Soyons conscients de cela. Et mettons les moyens pour protéger ce pays. Voilà, c'est tout ce que j'avais. Ok. Alors, M. Kitoko, nous avons fait appel aux pays amis pour nous venir au secours. C'est des mal? Non, ce n'est pas question du mal. C'est parce que des fois, peut-être, on ne sait pas ce qu'on doit pouvoir faire. Et ce qui fait que des fois, on pense que l'ami qui est à côté a peut-être beaucoup plus de l'expérience dans ce domaine et qu'on doit faire venir l'ami pour venir nous aider. Je l'ai toujours dit dans mes projets que l'armée congolaise, ce n'est pas ici à Kinshasa qu'elle devait pouvoir opérer. L'armée congolaise devait être basée à l'est du pays, la capitale de la défense de notre pays. On devait avoir une deuxième capitale de la défense de notre pays basée à l'est du pays. Là où nous faisons appel à plusieurs États pour venir nous aider sur le plan d'armée. Ce n'est pas ici à la capitale ville de Kinshasa, Kankokolo, Kanchachi, ainsi de suite, tout ça. Ce n'est pas ici qu'on doit pouvoir organiser notre armée. L'armée devait être basée à l'est du pays. 2000 km, c'est facile de baser une capitale de la deuxième capitale de la défense de notre pays. Pourquoi? Parce que 90% des attaques que ce pays connaît jusqu'à ce jour proviennent de là-bas. Ce ne sont pas des attaques qui viennent de Brazzaville, ce ne sont pas des attaques qui viennent À comptabilité de ça, nous ne devons pas garder le même style de l'existence de l'État comme le Belge nous ont laissé. Alors, Madame Abongo, les inquiétudes qu'expriment certains Congolais face à la présence des troupes étrangères sur notre sol, ça se justifie? Merci beaucoup, Monsieur Noël. Les inquiétudes, les pressentiments, en tout cas, on doit les avoir. Parce que la population était réticente quand nous avons adhéré à cette organisation sous-régionale. Et aujourd'hui, nous avons 3 armées de l'EAC qui sont à l'est du pays. 3 armées étrangères pour déboulonner un mouvement terroriste. Regardez au Mali, monsieur le directeur. Le Mali fait face au terrorisme. Vous avez déjà vu les pays de l'Afrique de l'Ouest déployer leurs armées au Mali? Et chez nous, vous voyez le Burundi qui arrive. D'ailleurs, le président burundais avait dit que nous quitterons le Congo seulement quand le Congo aura une armée. Donc pour l'EAC, la République démocratique de Congo n'a pas une armée forte. C'était rabaissant. En principe, responsable que nous sommes, on devait refuser le déploiement de ces forces. Suite à la déclaration du président de cette organisation sous-régionale. Mais maintenant, ils sont là. L'armée ougandaise à Bunagana, Burundi, l'armée burundaise à Saké, l'armée kenyane et à Kibati et à Rumangabo, ainsi de suite. Elles sont là. Non, les forces angolaises sont là pour vérifier si réellement le M23 a libéré. Le M23 libère. Ces forces sont là, mais elles sont là pour combien de temps? Elles vont partir quand? Pour que les FARDC viennent. Parce que logiquement, quand le M23 quitte Bunagana ou quitte toutes ces localités que le M23 a eu à occuper parce que notre armée assistait comme ça, parce que la République démocratique du Congo devait respecter les clauses des accords de Nairobi et de Luanda, c'est-à-dire l'armée congolaise restait là et voyait comment le M23 s'accaparait des autres localités. Et maintenant que le M23 a été délocalisé, cantonné à Sabinho, maintenant qui occupe les terrains, en principe ça devait être les FARDC. Les FARDC viennent et après on voit comment les populations peuvent revenir parce qu'il y a eu au moins 5 millions de déplacés.
On laisse les déplacer là-bas, mais ce sont les forces étrangères qui viennent occuper ces territoires. Et ces forces étrangères vont partir quand? Selon certaines sources, on voit, non, il y a certaines forces qui ont amené des tracteurs, certaines forces qui ont amené des bétails. C'était ça le rôle que ces forces devaient faire. Donc nous devons ouvrir l'œil et le bon, faire en sorte que ces forces ici, comme elles sont là, elles doivent partir le plus tôt possible. Parce que nous craignons que ces forces demain deviennent nocives contre nous-mêmes. Parce que accepter 3 forces dans un pays qui fait face au terrorisme, c'est quand même trop. Et voilà pourquoi l'armée, on doit lui donner les moyens qu'il faut pour que ces forces ne traînent pas dans notre pays. Parce que c'est dangereux. C'est dangereux d'occuper notre coin là-bas à l'est par 3 armées. Donc vous ne connaissez pas très bien les intentions. Ok, d'accord. Alors, Kambele, nous avons sur notre sol des forces étrangères. Oui. Qui ne sont pas venues d'elles-mêmes, ces forces, sont venues sur notre invitation. Aujourd'hui, est-ce que nous avons raison d'avoir des suspicions sur eux, oui ou non? L'invitation faite aux pays amis de nous secourir n'est pas une faute. N'est pas une faute. N'est pas une faute. Que ceux qui sont venus pour nous secourir se comportent de manière à soulever des inquiétudes, c'est un fait dont il faut tenir compte pour y réserver une parade qui convienne. Non. Moi, je dissocie les 2 faits. Que nous recourions à des pays amis pour régler une situation selon les chartes des organisations auxquelles nous appartenons, c'est notre bon droit. Mais que ceux que nous invitons pour nous aider à régler les situations se mettent à se comporter autrement que ce que nous attendons, c'est d'autres faits qui demandent que nous réagissons autrement. Voilà. Donc, la faute ne revient pas à la République d'avoir appelé les amis, non. Mais s'ils viennent avec des idées sournoises, il faut réagir. Il faut réagir de manière conséquente. Alors, que dirait M. Gandhi? Oui, une belle, bonne question. Pas facile à résoudre. C'est une problématique que vous avez posée qui nécessiterait des séances et des séances de débat. Puisqu'il faut intégrer à la fois les règles telles qu'édictées dans le cadre du droit international, les règles édictées dans le droit intérieur de chaque État. Quand on regarde le but en blanc, le fait qu'un État comme le nôtre, la République démocratique du Congo, fasse appel aux forces extérieures, c'est déjà un problème. Un problème qui engage la responsabilité de l'État et la responsabilité du gouvernement. C'est qu'il y a un échec quelque part. C'est qu'il y a eu défaillance dans la gestion de la République, de l'État congolais. Puisque c'est un problème d'ordre d'abord intérieur. Comment est-ce que dans un État normal, un État réel, un autre État, un État tiers ou un groupe d'individus extérieurs à l'État viennent déstabiliser l'intérieur et l'intégrité de l'État? Ça pose un problème. Et là, il faut le reconnaître. Et ça pose un problème. On devrait revenir au débat sur l'existence même de l'État lui-même. Et est-ce que notre État, en devenant indépendant, est devenu réellement un État normal, puisqu'on est parti de l'État colonial qui était structuré par rapport aux colonisateurs. Nous, est-ce qu'on s'est structuré pour devenir réellement un État? Ça pose un problème. Moi, j'ai fait toujours le rappel de Mabika Kalanda qui avait écrit « Remise en question ». Et là, je viens d'apprendre qu'il n'avait pas écrit que la remise en question. Il a écrit aussi un autre livre. J'ai demandé à ce qu'on me le procure et que je puisse faire la traduction. C'était en Tchoulouba. Tabalaï. Voilà, Tabala, d'où vient le nom Lamouka. Parce que tu sais que c'était à la base. C'est le pouvoir traditionnel, ça. Tabalaï. Non, Lamouka. Ça veut dire en lingala, Lamouka. Là, vous faites allusion à un autre livre aussi. Là, c'est un autre livre. Non, c'est pas en Tchoulouba. Non, j'ai dit quand aussi... Quand vous traduisez Tabalaï en lingala, c'est... Ils n'ont qu'à imiter. Allez-y. Oui, je ne cherchais pas de... Donc, il y a un problème de remise en question de l'État, l'existence même de l'État réel. Puisqu'un État réel, c'est celui-là qui, à l'intérieur de son pays, organise l'ordre public, qui, au niveau de ses frontières,
rend l'intégrité au travers des forces de l'armée, l'intégrité du territoire qu'on dit 9, moi je dis, et je le répète pour que les gens intègrent qu'on n'a pas 9 territoires, on a 11 territoires. Ouais, 11 frontières plutôt, frontières. C'est-à-dire, il y a les frontières que nous avons terrestres, nous avons aussi le ciel qu'il faut sauvegarder. On peut nous attaquer par l'air, au niveau des airs. On peut nous attaquer au niveau des mers. On n'a pas de forces réelles pour pouvoir soutenir, défendre ces frontières-là. Ça pose un problème. Donc, on revient toujours à ce problème-là. On est arrivé dans une situation où le serpent se mord la queue. On dit, fallait-il faire appel aux forces extérieures, c'est-à-dire africaines, ouest africaines ou autres? Il y en a qui disent non. Mais ceux qui disent non ne nous donnent pas des solutions pour savoir qu'est-ce qu'il fallait faire. Non, mais que je finisse ma dialectique. Si notre territoire était bien administré et que nos frontières étaient bien sauvegardées, je pense que ni les Rwandais, ni d'autres groupes rebelles ne pouvaient pas rentrer. Il y a eu une défaillance. Aujourd'hui, la réflexion, ce n'est pas savoir on les garde, les forces est-africaines, ou on ne les garde pas. On les garde la MONUSCO, on ne les garde pas, etc. Le problème est qu'on est dans quel état? Est-ce que c'est un état viable? S'il n'est pas viable, qui sous-tend cet état-là? Quel est l'état de l'administration? Quand on vous dit qu'il y a des pans entiers de nos territoires qui ne sont pas administrés ni par l'administration classique, ni par l'armée, ni par la police, encore moins par le service de l'ANER. Ça pose un problème. Réglons ce problème-là. Aujourd'hui, si on a fait appel, c'est qu'il y a défaillance. S'il y a défaillance, profitons pendant que ces forces sont là pour pouvoir réguler les choses, régler les choses, pour que dans 5 ans ou dans 10 ans, on ne revienne pas là-dessus. D'où la réforme, pas seulement de l'armée, mais aussi, et au départ, la réforme de l'administration. On est trop distrait, on est dans le débat, terre à terre, mais qui ne donne pas des solutions. On tourne en rond. Moi, je pense qu'il faudra que les uns et les autres prennent leurs responsabilités, notamment nos gouvernants, nos représentants, nos intellectuels aussi, qui sont absents sur la plateforme, l'évolution des débats depuis 60. Moi, je n'ai jamais senti dans l'histoire les débats où l'intellectuel congolais, l'élite congolaise intellectuelle ou politique, dans un débat, que voulons-nous pour notre État, quelle forme d'État, avec quels moyens, etc. On est toujours dans les débats. Aujourd'hui, c'est la nationalité. Aujourd'hui, c'est les conditions pour devenir éligible au niveau de la présidence et autres. Les débats réels, intrinsèques, où il y a des penseurs au niveau de l'intellectualité politique ou sociologique et autres. Moi, je ne le sens pas. Je ne peux pas monopoliser la parole. Il y a beaucoup de choses. Okay. Moi, si on me donnait ces sujets-là, et je suis professeur, on me donne ces sujets, je me passerai peut-être 3 mois à déblayer le terrain. Ok. Alors, Monsieur Eri, que diriez-vous de la réaction des populations, surtout dans l'Est, là où se trouvent les forces qui sont venues au secours de la République? Ah ben, la RDC, mon pays, ma patrie, n'est pas le seul pays à respecter les accords conclus avec les autres États ou les recommandations des mécanismes de paix des Nations Unies. La RDC, en fait, les troupes qui sont en présence, les troupes étrangères en présence à l'est du pays, en fait, ne sont pas venues par invitation, sous invitation de la RDC. Non. La RDC n'a fait que respecter les recommandations des chefs d'État de la sous-région, et plus précisément de la communauté de l'État d'Afrique de l'Est. La RDC s'est montrée respectueuse des accords conclus avec les autres États. Justement, c'est ça, là, il faudrait mettre un peu de l'éclairage par rapport à ça. Okay. Donc, c'est ainsi que la RDC a ouvert ses frontières pour laisser ces troupes-là entrer. Mais la RDC maintenant subit la rise de ces mêmes forces étrangères ou de ces pays-là sur le contrôle des minéraux, sous-sols qui sont une propriété propre à nous. Donc, ma réaction par rapport à votre question sur l'attitude de la population face à cette force, d'ailleurs, il n'y a pas loin, il y a 1 mois passé ou 2 mois,
où les cortèges ou les convois de certaines troupes ont été caillassés, des troupes kenyans ont été caillassés à Goma et aussi dans d'autres zones où il y a présence de ces troupes-là. Donc, ce que les populations cherchent aujourd'hui, c'est la paix. Ce n'est pas l'assistance humanitaire en vivre dont la France et l'Union européenne a déployé dans la partie est du pays. Parce que la nourriture, il y en a en abondance à l'est de mon pays, de ma patrie. Cette population de l'Est ne cherche que la paix. Ce n'est pas la nourriture, d'ailleurs, les OGM, là, les organismes génétiquement modifiés. Donc, notre population, là-bas à l'Est du pays, produit de bio. Il en a en abondance, alors en surabondance même, parce qu'il y a la surproduction des terres de l'Est du pays. Donc, ce n'est pas de la nourriture, mais cette population cherche la paix. Donc, même le peuple n'est pas d'accord avec cette force négative composée de Tutsis. Il n'y a pas de Tutsis congolais, ce sont des Tutsis, en fait. Ce sont des Tutsis qui utilisent certaines faiblesses de certains Congolais, fils du pays, que ce soit des pères ou des mères, mais ils sont utilisés au détriment de la patrie. Donc, ce sont des Tutsis qui occupent une partie de notre territoire. Et nous connaissons tous l'histoire, ou la sociologie, ou la culture, la carte sociologique par rapport à la situation ou aux résidences de ces Tutsis-là. Ce ne sont pas des populations de peuples d'origine congolaise, non. Ils sont plutôt d'origine de nos pays voisins. Donc, moi, par rapport à cela, le peuple de l'Est n'est pas d'accord. Le peuple de l'Est n'est pas d'accord. D'ailleurs, la vidéo que nous avons vue avant le début de l'émission, où le président de la République reprochait au général kenyan par rapport à la réaction du peuple, le président a été clair. Vous êtes venus ici pour respecter les accords. C'est un accord offensif. Vous êtes en mission offensive, pas dans une mission d'observation. Non. Mais c'est ce que j'ai dit au début, c'est que nous sommes roulés par la ruse de ces chefs d'État de la sous-région, des États d'Afrique de l'Est. Mais, point de question que le peuple congolais croise les bras. Aujourd'hui, je crois que nous avons entendu la défection qui s'est faite au niveau du 1-23, de certains fils du pays, de la patrie, qui ont été recrutés de force, commencent à faire défection au sein du 1-23. Ça, nous applaudissons, nous les appelons encore à faire encore plus, à vendre même les informations par rapport à tous ceux qui se mijotent au sein du 1-23 pour déstabiliser notre patrie. Donc ces forces-là, en fait, sont là parce que le pays a accepté de respecter les accords. Et il y a certaines inquiétudes, en fait, par rapport à la présence de cette force. Quand je vois ces forces-là, leur composition, en fait, à un certain moment, je me suis dit, je ne me retrouve pas dans la République avant la signature des accords de Sun City, où il y avait la présence ougandaise, burundaise. C'est toujours la même force, en fait. Il y avait le Burundi, il y avait l'Ouganda, il y avait le Rwanda, qui, dans des parties qui étaient occupées par les RCD Goma, le MLC et les autres groupes rebelles à l'époque, ces partis-là étaient administrés par ces mêmes pays-là, ces trois pays dont j'ai cité. Il y a le Burundi, il y a l'Ouganda, il y a le Rwanda. Et aujourd'hui, on nous dit que les zones qui sont laissées par les M23 sont occupées par ces mêmes forces-là. Donc le M23 avait installé ses propres administrations pendant qu'ils étaient là. Et aujourd'hui, après leur départ, c'est notre administration qui revient en place? Ou est-ce c'est le M23 qui maintient son administration? Ou et quelle est la vraie information? C'est les troupes en présence. Quelle est la vraie information? Jusqu'à ces jours, c'est toujours l'administration M23. Mais dans les jours à venir, on ne sait pas. Est-ce que ces forces-là vont installer leurs propres administrations? Donc, ce sont là les inquiétudes. Mais néanmoins, la RDC doit travailler pour voir. On a travaillé sur le déploiement de cette force, mais aussi, on doit travailler sur le retour de cette force et sur la paix pour notre pays. Et la paix, c'est le fruit
des efforts internes, pas des efforts externes. Oui. Si ceux auxquels nous avons fait confiance sont venus avec des idées sournoises, d'ailleurs, le chef de l'État l'a constaté. Plus précisément, le 4 février, après la réunion des chefs d'État qui s'est tenue à Bujumbura, il s'est adressé au commandant des opérations kenyan, le général Jeff Nyaga. Et ce qu'il lui a dit, c'est en des termes clairs, très clairs. Et c'est très dommage que la population s'entraîne. Vous êtes venus pour nous aider, vous n'êtes pas venus pour avoir des problèmes. Donc soyez vraiment attentifs à ça. Soyez attentifs à ça. Posez, répondez aux questions que la population, communiquez avec la population. Donc, ce n'est pas à la République qu'il faut imputer la faute. La faute, s'il y a des idées sournoises, c'est aux amis, c'est aux voisins en qui nous avons fait confiance. Un élément, oui, c'est aussi ça, il ne faut pas qu'on élude un peu notre responsabilité. On a notre part de responsabilité. Comme l'a dit Eric tout à l'heure, on ne fait qu'appliquer les accords que nous avons signés. Nous faisons partie d'un groupe politique dans la sous-région. Je crois, j'ai jamais lu les accords avec le EAC. Je pense aussi qu'il y a des clauses d'intervention en cas d'agression d'un pays ami. Donc ça s'est appliqué à nous. Maintenant, c'est à nous de nous responsabiliser, d'organiser notre armée pour y faire face. Okay. C'est pas aux autres, c'est pas les autres. L'État congolais doit, les hommes politiques congolais ou l'élite doit comprendre une chose, c'est que les pays n'ont pas d'amis, ils ont des intérêts à préserver. Les États n'ont pas d'amis. Ils n'ont pas d'amis, ils n'ont pas d'intérêts. Donc il n'y a pas d'émotions, de sentiments dans tout ce que nous devons faire. Oui, un élément par rapport aux troupes. Hein. Okay. La troupe angolaise a dit ceci. Il y a un... S'il vous plaît, madame. Que notre pays n'a pas invité les troupes, mais ils ne pouvaient pas venir, ce sont que nous puissions... S'il vous plaît, madame. Non, c'est les accords. Les accords. Ça s'applique à nous. Ce sont des accords. C'est comme avec les accords avec le temps. Si nous avions refusé, ces troupes n'allaient pas. Je voulais ajouter un élément important. Il y a un militaire angolais. Il est à Maniema. Avec sa troupe, il a dit, nous allons s'organiser avec les temps pour brasser les éléments agressés entre les rebelles selon lui. Tandis que le Parlement congolais, à la session de mars de l'année passée, a voté des recommandations pour interdire les brassages et les mixages. Il n'y avait qu'un seul député qui était contre cette recommandation. Alors, quand le pays a organisé pour interdire aux rebelles, aux agresseurs d'intégrer notre armée, mais il y a un militaire d'une armée étrangère qui vous promet, et jusqu'à aujourd'hui, il y a un silence radio, personne ne dit mot. Et après une année peut-être, il y aura maintenant des brassages de ce même militaire où hier, une grande institution étatique qui a interdit, mais on va nous obliger encore pour dire qu'il a raison. Donc nous sommes là juste pour planifier et accepter le tout. Non, mais c'est dans une relation internationale, c'est le rapport des forces qui compte, point barre. Il n'y a pas d'amis, il n'y a que des intérêts. Et la mort d'un politique compte énormément lorsque tu meurs pour la défense de ton État. Cette mort-là sera célébrée même après ta mort. Donc moi je pense que si on est président, on est une autorité, il faut vraiment se battre pour la nation. Ok. Nous disions que les Congolais ne resteront pas toujours dupes. L'expérience rend l'homme sage. Exactement. La présence de ce que nous avons comme force aujourd'hui, ça va nous instruire. Demain, je disais dans le sommaire, ce que nous réserve demain, on ne sait pas. Pensez-vous que nous allons continuer toujours à être dupés? L'ONU, demain, ça se prépare déjà aujourd'hui, c'est ça? Ça se prépare aujourd'hui. C'est ça la responsabilité. L'ONU, vous avez fait allusion à l'ONU. L'ONU nous a déjà dit plusieurs fois, les gens de MONUSCO,
c'est tous les gens tout le temps qu'ils répètent la sécurité de ces pays en premier dépend de votre gouvernement. L'État. Alors, maintenant c'est que demain, nous serons ce que nous pensons aujourd'hui et ce que nous faisons aujourd'hui. Et c'est là où intervient justement la responsabilité de chaque Congolais et surtout des penseurs congolais qui doivent forger la pensée qui va développer le Congolais de demain. L'enjeu qui fait notre pays, ces attaques qui nous viennent de l'extérieur, n'ont pas commencé aujourd'hui ou hier. Ça a commencé depuis des siècles. Depuis des siècles. Et nous subissons les conséquences de la non-prise en conscience de ces attaques à des périodes plus avancées. Il faut que nous prenions, à un moment donné, conscience de ce que nous risquons si nous ne développons pas un mécanisme d'autodéfense au niveau de toute la population. Et pour ça, il faut arriver à aider la population à sortir de l'ignorance. Il y a un problème d'ignorance. Et là, c'est le problème. Moi, j'ai toujours responsabilisé les intellectuels, évidemment, mais les médias. Le quatrième pouvoir. Les autres sont déjà... Moi, j'adore l'histoire, parce qu'on ne peut pas refaire les choses. Les autres l'ont déjà fait. Moi, je prends toujours l'exemple d'Israël. Quand ils ont obtenu leur indépendance en 48, je crois. En 48. Voilà. L'élite israélienne, ils ont compris qu'ils sont dans un milieu hostile. Tout autour d'eux, c'est des gens qui veulent leur destruction. Et ils ont travaillé pendant des années pour que ça n'arrive pas. Aujourd'hui, vous allez en Israël, vous avez des enfants qui vont à l'école, mais ils savent manier des armes. Tout juif dans le monde est censé être un militaire israélien. Ils fabriquent aussi des armes. Ils fabriquent aussi des armes. Comme nous aujourd'hui. Ils apprennent à se défendre. Et avec ça, ils rigolent pas avec ça, parce que c'est une question de survie pour eux. Depuis 1948. Et c'est une idéologie qu'ils ont inculquée à leurs enfants, à leurs petits-enfants, jusqu'à aujourd'hui. Surtout sachant que... Vous avez fait quelque chose de très important à un moment donné ici, au niveau de la RTNC. Vous avez passé les discours du roi Baudouin. Roi Baudouin nous a prévenus de la situation et des risques qu'on prenait en étant le Congo indépendant, avec tout ce qu'il y avait comme matière première et autres. On n'a pas tenu compte de ça. C'est ça le problème des Congolais. Oui. Les Congolais, souvent, ils prennent des choses avec beaucoup de légèreté. Voilà. Beaucoup de légèreté. Les discours du roi Baudouin, certains l'ont qualifié de discours paternaliste. Alors qu'il y avait beaucoup d'enseignements dans ces discours-là. Oui. En 60, Baudouin était quand même le chef. Il était à la place de Félix aujourd'hui. Oui. Donc c'était le chef d'État de ce pays. Oui. En 60, lorsqu'il remettait les clés de l'indépendance, il avise les hommes politiques et les Congolais en disant les premiers dangers qui vous guettent, ce sont les envies des puissances extérieures. Oui. Ça, il le savait pertinemment bien. Mais je me demande si les Congolais lisent. Il a parlé aussi des guerres tribales qui pouvaient arriver. Passons à autre chose. Il s'agit de la charte de l'Union sacrée pour la nation qui a été signée le 6. Vous aviez suivi tous l'événement. Et l'analyse que vous faites là-dessus, je commence par Gandhi. Quelle analyse vous faites de cette cérémonie qui a regroupé pas moins de 700 partis politiques? 700 partis politiques. Oui. Bon, moi je dis d'abord c'est des bonnes guerres. Cette initiative, c'est des bonnes guerres. Puisque ceux qui sont au pouvoir aujourd'hui, et c'est légal, veulent rester au pouvoir le plus longtemps possible. Pour y arriver, il faut mettre en place une stratégie. Et bien, parmi ces stratégies, ou à l'intérieur de cette stratégie, il y a cette tactique qui consiste à réunir le plus de modes possibles, le plus de partis possibles. Puisqu'au travers de ces partis politiques, au travers de ces personnalités, il y a un maillage qui va se créer pour pouvoir bien encadrer nos populations
et faire en sorte que la reconduction, mais c'est ma parole, on me l'a donnée, donc attendez de prendre la parole à votre tour, vous allez expliciter ce que vous voulez dire. Donc, il y a un maillage qu'ils veulent créer pour que les élections se passent au profit du pouvoir actuel. Mais en même temps, au-delà de ça, il n'y a pas seulement le gain pour la réélection du président actuel, mais il y a aussi une façon de dérouter certains qui avaient l'ambition ou les ambitions de devenir président de la République ici et maintenant, notamment en 2023. Je vous donne un cas simple. Il y a eu des accords cash qui disaient qu'à un moment donné, le président actuel, Tshisekedi, passe 5 ans au pouvoir. Après, ce serait au tour de l'UNC, des Camérés, de prendre le pouvoir. Mais le fait que Caméré a signé cette charte, est-ce que Caméré, du moins, les accords cash existent encore, mais ça met fin, ipso facto, aux accords cash. Personne ne pourra plus, au niveau de l'UNC, brandir le fait qu'il y a eu des accords cash. Le fait que leur président ait signé la charte, c'est fini. Il s'est donné. Il porte allégeance au président actuel. Voilà, on y va, on repart. Mais au même moment qu'il y a cette charte qui est signée, je ne dis pas qu'il n'y aura pas d'effection, mais pour le moment, il y a quand même un bon nombre de partis qui adhèrent pour non seulement, pour certains, continuer à exister politiquement, pour aussi exister financièrement, matériellement, pour pouvoir continuer. Puisque s'ils n'avaient pas signé, si beaucoup de jeunes de VFCC ou d'ailleurs n'étaient pas venus ici pour signer, ils partaient déjà à la retraite. Malgré la signature de cette charte, beaucoup, après les élections, vont aller à la retraite, même s'ils ne le souhaitent pas. Mais c'est l'enseignement que moi je tire de cette charte. Puisque quand le président viendra, il sera encore plus fort que maintenant. En ce moment-là, il va donner une direction nouvelle, mais personne ne pourra dire le contraire puisqu'ils ont signé. Ok. Alors, Kambele Mbele, quelle analyse vous faites de la cérémonie de signature de la charte constitutive? C'était prévisible qu'on en arrive là parce que ça fait quand même depuis la création de l'Union sacrée que les différents états-majors des différents partis cherchaient un texte commun qui pouvait réunir tous les signataires ou tous les adhérents. Mais ici, ce qu'il faut plutôt, surtout voir, c'est comme Gandhi vient de le dire, c'est un signal fort donné à ceux qui ont cherché à mettre les bâtons dans les roues pour amener la République à des séances de dialogue. Vous voyez à quoi je fais allusion. Les gens... Mais en politique, on dialogue tout le temps. Non, le dialogue du genre personne n'a gagné les élections, partageons le pouvoir. Ça n'aura plus lieu. Ça n'aura jamais plus lieu. Il faut passer par les élections. Alors, on a tenté d'empêcher la tenue des élections. Même les bruits de bottes qui y a à l'Est, là, on les sentait venir de certains milieux, ceux qui se disent à l'opposition, on les sentait dire, voilà, ils vont compliquer la vie au gouvernement en place. Donc, on a cherché tout ce qui peut retarder, tout ce qui peut empêcher la tenue des élections pour contraindre le pouvoir actuel à aller dans un dialogue de prolongation de un an, 2 ans, et partager le pouvoir. Ça, du point de vue de mon parti, c'est nul et non avenu. Donc, le signal fort, le rassemblement de différentes forces politiques du pays donne justement, c'est pour couper l'herbe sous les pieds à ceux qui pouvaient penser que les élections ne vont pas avoir lieu. Parce que tout le monde est engagé dans le processus et ce sont les élections qui doivent départager et décider qui doit passer aux commandes du pays. Voilà, le signal fort est donné par la signature de ces documents-là. La charte n'est pas seulement l'effet de votre parti. Non, nous disons que pas l'effet de votre parti. Le fait que les gens soient rassemblés autour de cet idéal-là, ça va faire en sorte que ceux qui pensaient pouvoir amener l'opinion congolaise à des négociations du genre prolongation, partageant le pouvoir, cela n'aura pas lieu. Ce qu'il faut retenir, cher Simon, porte-parole de l'UDPS, l'élection seule
ne règle pas tous les problèmes. L'élection seule ne règle pas tous les problèmes. Ça, il faut le retenir. Mais on ne va pas aller dans l'histoire de partager le pouvoir sur la table. Qu'on s'entende bien. C'est ça. Qu'on s'entende. Vous êtes porte-parole. Je pense que vous avez un grand parti. Je pense que vous devez savoir peser les mots quand vous dites, quand vous parlez. Alors, madame... Merci beaucoup, monsieur Noël. Vous faites quelle analyse? L'analyse que je me fais, c'est du déjà vu. Signer une charte qui regroupe les forces politiques en présence. Et dans la signature de cette charte, j'ai lu quelque part, c'est la charte de l'Union sacrée aura comme rôle soutenir la candidature du président actuel. Et cette charte incarne la volonté de tous les membres. Chacun a participé à son élaboration. Et lorsque je suis M. Mbosso dit la charte comprend 76 articles avec 9 chapitres et ça contient des règles à respecter et à faire respecter. Vous savez, lorsque les hommes sont ensemble, il faut formaliser les choses pour que chacun ne puisse pas faire n'importe quoi. Bonne chance à l'Union sacrée parce que les gens attendaient ça depuis la séparation, le divorce entre le FCC et le CACH en 2020, je crois vers la fin de l'année 2020. L'Union sacrée a existé de nom. Hein, ils se réunissaient sans ce soubassement. Et aujourd'hui, cette plateforme existe et les partis qui sont intéressés ont signé. Et c'est plus ou moins 400 partis politiques qui sont dedans. Et M. Kabou a dit c'est une œuvre humaine, s'il y a des problèmes, parlons-en à l'intérieur, que les problèmes ne sortent pas, parlons-en à l'intérieur. L'Union sacrée n'oublie pas que quand vous vous réunissez comme ça, il y a des brebis galeuses. Il y a la gestion des ambitions. Et peut-être l'un ne sera pas d'accord avec l'autre. Et si l'autre est frustré, il peut quitter la barque. Donc ce sont des comportements que l'Union sacrée devra gérer en son sein, chercher à satisfaire tout le monde. Et nous connaissons comment le politicien congolais fonctionne. Le politicien congolais voit ses intérêts. Bien que l'Union sacrée ici dit nous allons soutenir la candidature de M. Félix Tshisekedi et résoudre aussi les problèmes des Congolais. Les problèmes des Congolais n'ont pas commencé aujourd'hui. Les problèmes des Congolais datent. Donc quand vous dites que vous voulez résoudre les problèmes congolais, vous voulez un peu faire les yeux doux aux Congolais. Oh, le Congolais n'est pas dupe, le Congolais a mûri. Donc l'Union sacrée ici, c'est plus les ambitions de ces poids lourds, il faudra les gérer. Maintenant qu'ils sont à l'intérieur, on doit savoir les gérer. Ne pas trop les frustrer parce que si l'un d'eux est frustré, vous voyez, si un poids lourd quitte, vous voyez ce que ça va faire. Parce que l'Union sacrée ici a eu du poids quand les poids lourds sont entrés. Donc l'Union sacrée devra tout faire. Le présidium devra chercher à gérer tous ces petits partis qui sont là, parce que ce sont ces petits partis qui donnent aussi du contenu à l'Union sacrée. Ok, pour aller aux élections. Alors, Berry? Oui, en fait, signature de la charte de l'Union sacrée, c'est les vents électoralistes en fait. C'est les vents électoralistes où tout le monde veut s'assurer des places au sein de l'hémicycle, au niveau de l'Assemblée ou du Sénat et aussi au niveau de provinces en fait. Mais ce n'est pas les premiers. On a vu avec les FCC. Kabila a essayé pendant plus de 15 ans à chercher à remplir les ventres des politiques congolais. Mais il n'a pas réussi. À la fin, il avait échoué. Pourquoi? Parce que l'homme politique congolais, en fait, c'est un insatisfait éternel. Surtout la génération 60. C'est les mêmes personnes qu'on voit aujourd'hui. Ils ont conduit Mobutu à la chute. Ils ont conduit Mouzé à la chute. Parce qu'à un certain moment, Mouzé les avait rattrapés. Ils ont conduit Kabila à la chute et à la retraite à Kingankati. Jusqu'à la chute du FCC.
une plateforme forte. Quelle déclaration il n'avait pas fait lorsqu'il y avait signature de la charte du FCC? Aujourd'hui, seule condition, c'est élire le président de la République, donner un second mandat et matérialiser sa vision. Mais c'est quoi la vision du chef de l'État? Est-ce que lui-même eux-mêmes ont compris d'abord, c'est tous ces signataires-là, est-ce qu'ils ont compris la vision du chef de l'État? Est-ce qu'ils cherchent même à comprendre ça? Oui, c'est défini dans la charte. Non, est-ce qu'ils cherchent à comprendre? Il définit, qui a défini ça? C'est ça le plus grand problème. Le problème, ce n'est pas l'événement, ce n'est pas la signature de la charte, mais c'est après les élections. C'est quoi en fait? Mais moi, je suppose ça. Je crois que le président de la République a assez passé du temps avec eux, d'abord en tant qu'opposant, observateur de la scène politique. Et maintenant qu'il est aux affaires, ils les connaissent assez. Ils l'ont vu faire la défection au sein du FCC. Certains d'ailleurs, aujourd'hui, qui se dit poids lourd de quoi? Des ventres remplis de l'argent des Congolais, quand vous montez sur le balance, c'est ça votre poids lourd? Non. Le chef de l'État peut se faire relire sans tous ces gens-là, poids lourds, soi-disant. Non. Seul le peuple congolais, engagé avec sa jeunesse, peut donner au peuple congolais un second mandat. Madame, s'il vous plaît, la majorité, ce n'est pas le président du Sénat, Bahati, que je respecte d'ailleurs, ce n'est pas lui qui amène la majorité. Ce n'est pas lui qui fait sortir des électeurs pour aller élire ces candidats. S'il vous plaît, monsieur Loutou. Mais c'est le peuple qui choisit ces candidats, ces électeurs. C'est le peuple qui choisit. C'est le peuple qui choisit. Et seul le peuple peut sanctionner. Okay. Et j'invite en cela le peuple congolais à pouvoir sanctionner tous ces gens-là, à donner une nouvelle configuration de la scène politique au peuple congolais, au président de la République en 2023. Monsieur, oui. Vous savez que chaque groupe doit avoir un meneur. Mais le meneur, c'est bien le chef de l'État. Justement. Il peut gagner seul. Il peut gagner seul avec le peuple. Seul avec le peuple. Il peut gagner seul avec le peuple. Avec le peuple, il peut gagner. Il peut gagner les élections. On peut passer chef d'État, mais si on n'a pas la majorité au Parlement, Macron est passé, mais n'a pas eu la majorité. Mais s'il vous plaît, la majorité, qui donne la majorité? On peut être élu président sans avoir la majorité au Parlement. Mais le peuple peut voter autre que les candidats présentés par tous ces partis-là. Le peuple peut voter autre que les candidats présentés par tous ces partis-là. Pas nécessairement que les candidats qui seront présentés par ces partis-là qui seront élus. Non. En politique, on ne va pas en solitaire. En politique, on ne part pas en solitaire. Hein? En politique, on ne part pas en solitaire. Justement, je crois qu'il faut voir les choses de manière politique. Je crois que c'est très habile. C'est ce qui a été fait. Très habile. C'est-à-dire que je crois que le président ou ceux qui l'entourent pensent qu'on ne peut pas aller aux élections de manière dispersée. Il faut essayer de ramener le plus large consensus possible pour que les choses se passent très bien. Parce que nous savons comment les autres élections se sont passées dans ce pays, où il y a toujours des contestations. Voilà. Maintenant, si les gens se retrouvent autour du président pour appuyer sa vision, c'est une bonne chose. Mais moi, je me retrouve, je me dis, dans ce pays, il y a eu tellement d'accords, tellement de conclaves, tellement de je sais pas quoi, mais on sait où ça nous a amené. Vous avez bien soulevé ici avec, on fait du neuf avec du vieux. Moi, j'ai trouvé même des anciens de Deuxième République, fatigués, qui étaient dans la salle pour signer. Je comprenais rien. Il y a un mal à ça. Il y a un mal à ça. Mais qu'est-ce qu'ils vont encore apporter aujourd'hui au président de la République? Non. On a vu les dégâts que ces gens ont causés. On l'a vu. Il a bien souligné ici, Eri. Donc, les mêmes schémas qu'on a proposés à Mobutu, Kabila père, Kabila fils, revendons maintenant ça à Fachi. Les mêmes. Parce que sinon, on le saurait dans les bibliothèques ici, on saurait des bouquins, des idées. On a parlé des intellectuels. Depuis Mobutu, qui écrit pour proposer une nouvelle manière de voir les choses? Qui lit pour entendre ça? Ah, ça, je ne sais pas, mais moi je lis. Hein? Okay. Qui a proposé? Donc, moi, j'aimerais qu'on se situe d'abord du côté de la population. Hein? Parce que, in fine, c'est eux qui sont perdants ou gagnants dans cette histoire.
Donc il faut voir un peu tous ces regroupements, ces rassemblements, qu'est-ce que ça apporte vraiment aux populations. Est-ce que ça soulage au niveau du quotidien? Non. Vous savez, jusque-là, il y a encore des gens qui ne sont pas payés, l'eau ne coule pas, l'électricité, bon. Voilà. Ça, c'est le plus important. C'est ça qui intéresse les gens qui nous regardent. Que 34 700 partis qui se retrouvent pour les signer pour faire allégeance, qui va tenir 3 mois ou 4 mois, comme on l'a fait avec Kabila. Il y a une image où on voit tout le monde venir signer. Voilà. On a connu tout ça. Donc, à un moment donné, il faut qu'on fasse... Vous faites la même chose. On dit que c'est toujours les mêmes formules qu'ils amènent depuis 60 ans. C'est les mêmes formules. Aucune créativité. C'est les mêmes formules qu'on nous amène depuis 60, 65. Ok. Alors, l'analyse que vous faites, vous, monsieur Kitoko? Vous savez, Noël, moi je suis en train de réfléchir sur certaines réalités que beaucoup de politiciens ils sont en train de penser à cet instant T. La plupart des politiciens pensent que c'est entre eux que se définissent la question politique. Ce n'est pas avec la population. Parce que tant que nous sommes dans cette conception ici, c'est que c'est la gestion de, soi-disant, des élections, mais en même temps, on va ôter carrément la majorité de la population de ce côté-là. C'est quand même anormal, indécent en même temps. Et je dirais même ignoble par le fait que le pouvoir qui ne t'appartient pas, c'est un pouvoir qui appartient au peuple congolais. Le vote. Et que ce vote-là se définit par quelques individus qui n'ont pas été désignés par le peuple congolais. Vous comprenez? Donc, non, c'est là où je vous dis une chose. Ça, c'est une erreur monumentale, ce qui s'est passé au Parlement. Vous comprenez? Une erreur gravissime que, sans tenir compte de la question de vie de la population, sans répondre à cette situation que traverse le peuple congolais, et on va les prendre encore une fois comme des spectateurs qui essaient de vérifier certaines informations ici et là. Ce n'est pas normal. Et je pense qu'aujourd'hui, ce genre de forum doit nécessiter de temps en temps, Noël, qu'on apporte une dimension qui consiste à ce que le peuple comprenne carrément que le pouvoir lui appartient. Ça n'appartient pas à ce spectacle-là. Vous voyez que lorsque quelques députés vont signer des accords entre eux, et beaucoup de gens pensent que oui, c'est déjà acté. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas une loi. Ce ne sera d'application qu'entre ces individus-là, point barre. Mais que le partage de pouvoir qui revient au peuple congolais a une autre dimension qui ne reflète pas ce qu'ils sont en train de faire là. Parce que d'abord, 90% de tous ces politiciens qui ont signé ces accords-là, chacun est en train de se poser la question s'il sera réélu ou pas. Vous comprenez? Donc, pour moi, c'est quelque chose qui est non seulement, ça ne tient pas debout, inadmissible, invraisemblable, mais ça ne peut même pas compter qu'on puisse le parler aujourd'hui. Je pense que l'avenir de ce pays doit tenir compte de la décision de la population congolaise. C'est tout le monde qui sait que c'est le peuple qui détient le mandat, qui le confie. Alors, on ne part pas solliciter ce mandat-là sans organisation. Donc, ils s'organisent pour aller solliciter ce mandat. Donc, ça, on ne peut pas. On ne peut pas faire des reproches parce qu'ils s'organisent. Ils s'organisent pour aller solliciter. Ils ne s'imposent pas. Ils s'organisent. Oui, vous disiez, monsieur Njoli. Ok, merci pour la parole. En fait, cette organisation, ce n'est pas un péché en politique. En politique, il y a des ramifications, des fois circonstancielles, surtout que nous sommes dans une période préélectorale. Et en voyant déjà l'organisation de cette charte, vous allez comprendre que nous sommes dans une logique de l'ethnicité. Vous allez voir Bemba qui est là, Mbosso qui est des grands Bandundu, et Vitel Kameri qui est de l'autre côté de l'Est. Donc, c'est-à-dire le président est en train de voir dans peu d'États, il y aura des élections. C'est-à-dire, ce n'est pas un péché parce qu'en politique, comment dirais-je, hein, les rassemblements, les rassemblements, les alliances se font et se défendent. Ce n'est pas un péché. Surtout que ce sont des politiques. Un politique a comme socle de voir que ses intérêts. Donc c'est ça la vie politique. La notion de morale n'existe pas en politique. Donc on ne peut pas venir ici comme des pasteurs prêcher
la Bible, que non, ce qu'ils ont fait, c'est un péché. Mais par réflexion, l'Union sacrée a été créée en 2001. Et il y a eu la requalification de la majorité au niveau de l'Assemblée. Une majorité qui appartenait dans un cas, sans avoir les élections, et on a basculé ça. Ça a déjà posé un problème parce que c'est contre l'esprit de la Constitution. La majorité, c'est les élections qui donnent la majorité. Et pour avoir une autre majorité, il faut attendre jusqu'à 5 ans. Mais l'Union sacrée a été créée depuis lors. Mais qu'est-ce qui a fait que, après 2 ans, quand cette organisation soit formalisée aujourd'hui? Moi, je pense que c'est une discussion qui est encore dans l'occultisme politique entre les poids lourds, comme disait Madame Mami. Ben, moi, je ne pense pas qu'il peut accepter d'être un vice-premier ministre pour être dans une organisation sans organiser. Donc peut-être il a posé ses obligations, je suis avec vous, je vais vous soutenir, mais quand même on doit avoir une organisation et puis on doit poser nos signatures. Vital, ainsi de suite, Mbouissaniamou ici. Mais dans tout ça, ce qu'il faudrait réfléchir, je dois voler un peu ces réflexions, mais de ma manière. Peu importe la forme ou la définition de la politique a comme réponse le bien-être de la population. Oh, nous sommes des démocrates, nous sommes des républicains, mais qu'est-ce que vous allez faire pour votre population? Mao Tse-tung l'a dit, il a dit, vous me posez des questions si je suis capitaliste ou démocrate, mais le chat, quand il a faim, il a besoin d'une couleur de la souris. Le chat, qu'il soit noir ou blanc, l'essentiel pour lui, c'est d'attraper la souris. La Chine, il y a des populations qui meurent de la faim. Moi, j'ai besoin de donner le bien-être à ma population. Donc, vos histoires-là des capitalismes communistes, moi, je ne sais pas. J'ai besoin d'occuper le ventre de ma population. Donc, la loi n'est respectable que si elle inculque la notion de bonheur de vivre ensemble. Rosa Parks aux États-Unis, il a dit pendant la ségrégation raciale, il a dit aux Américains, on n'a pas besoin de vos immeubles, on a besoin de bien-être. Alors le bien-être, c'est quoi? C'est le logement, c'est l'emploi, c'est l'électricité, c'est l'eau, c'est ce que le peuple veut. Donc leur organisation, ce n'est pas un péché. Si ils se sont organisés pour penser développement du Congo, chapeau bas. Mais c'est pour encore la santé financière na bango plutôt, ils ont comme avant, voire même et les cas, là ça pose un problème. Là maintenant pour dire, par rapport à sa réflexion, l'article 5 de la Constitution a bien défini c'est quoi les pouvoirs. Les peuples et les souverains primaires. Tout pouvoir émane du peuple. Donc on a besoin... Et c'est ce que là où je cite. Nous avons besoin, dans peu de temps, il y aura les élections. Aujourd'hui, moi d'ailleurs, pour arriver ici, d'ailleurs, les techniciens m'ont appelé. J'ai passé 2 heures pour chercher de l'eau. On a passé 5 jours sans l'eau. Ça pose un problème. J'étais à la maison. Ma première sortie, c'est de quitter chez moi pour arriver ici à l'émission. Mais pour trouver de l'eau, ça posait un grand problème. Or, la ville de Kinshasa est serpentée par la rivière fleuve. Est-ce qu'on ne peut pas penser... Pardon? Tout un fleuve. Tout un fleuve, c'est ça. C'est ce que je dis. Au-delà, sans compter des rivières. C'est quoi les problèmes pour avoir de l'eau de Maluku à la Gombe? C'est la question qu'on doit se poser. C'est ça le vrai débat. Oui. Pour avoir le transport, la mobilité, ce sont des questions qu'on doit se poser. C'est ça le vrai débat. Le débat, ce n'est pas la rencontre des grands noms pour qu'après-demain, je suis encore ministre, je suis le premier ministre et j'ai dit qu'à 14 députés à l'Assemblée nationale. Or, je vous ai dit dans une émission ici, j'étais à l'Assemblée nationale pendant que le député s'est disputé pour dire que ces milices ont violé mon territoire. Et c'est qui les députés? C'était Mwanga Tchouchou et les députés Tchingi Pouloulou. Moi j'étais là. Il a voulu se battre avec Mwanga Tchouchou. Voilà, aujourd'hui il y a quand même des questions et mis un grand jour. Donc il y a des questions qu'on doit se poser ici pour les Congo qui a une vocation d'une grande nation. D'ailleurs, il y a beaucoup de penseurs qui l'ont dit, tels que les Messé qui a dit la gâchette.
Donc, on a la gâchette, mais quitte à nous d'avoir la conscience. Je vais citer pour dire que dans presque toutes les universités, il y a un adage qui dit « La science, sa conscience n'est que ruine de l'âme ». Est-ce que le Congo manque de scientifiques? Non. Est-ce que le Congo a la conscience? Question mark. Ok. Vous parliez de l'eau et de l'électricité. Moi, ça fait 3 mois que je n'ai pas de la lumière chez moi. Ah ouais. Ça fait 3 mois, depuis janvier. Même pas la lune. La lumière, quand je parle de la lumière, je parle de la lampe. Je ne parle pas du soleil. Parce que si le soleil appartenait à Simon, je n'en aurais plus. Voilà. Qu'on s'entende. Ok, nous disions que nous avons un beau pays, un très beau pays. Et c'est lui qui a su bien décrire ce pays, c'est le pape François. Voici ce qu'il dit. Il est dit en ces termes. La beauté lumineuse de cette terre est celle du diamant. La géographie de ces poumons verts est riche et variée. Vous avez compris? Oui. C'est que François décrit, comment il décrit ce pays. Le pape. Alors, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, les Congolais prennent les risques d'aller chercher le bonheur dans le pays lointain? Un seul mot. L'ignorance. Il y a beaucoup de cadavres de migrants morts d'épuisement. Le cartel colombien n'est plus là, c'est le royaume des bandits. Sur une berge, le corps dénudé d'une femme manifestement violée. Dans la rivière, celui d'un père de famille jeté du haut de la falaise selon des témoins. C'est aussi le lieu de toutes les trahisons. Nous tombons sur ces 2 femmes congolaises. Elles sont blessées aux jambes. Le mari de l'une d'elles a pris son bébé et les a abandonnées. Vous avez dormi ici, toute seule dans la jungle? On nous avait déjà prévenu que c'était dangereux. Pour les autres, le rêve donne la force d'avancer. Comme pour Précieuse, 8 ans, venue elle aussi du Congo après avoir traversé l'Atlantique Sud en bateau et qui imagine sa récompense aux États-Unis. Je rêve d'aller faire le tour de manège. Après, la plage, je pars à la plage. Et ont donc franchi avec succès le redoutable Darien Gap. À l'exception des 2 femmes congolaises dont l'une avait été abandonnée par son mari, elles sont restées épuisées loin derrière dans la jungle et nous ne savons pas si elles ont pu s'en sortir saines et sauves. Pour tous les autres migrants dont la ténacité est impressionnante, le plus dur est derrière eux, mais il reste désormais à traverser le Costa Rica, le Nicaragua, le Honduras, le Guatemala et le Mexique, plus de 3000 km avant d'arriver enfin à l'Eldorado américain. Simon a dit, c'est l'ignorance. Il a le droit. C'est son droit. C'est son point de vue. C'est son analyse. Madame. Merci beaucoup, Monsieur Noël. Votre question vaut son pesant d'or. Il suffit d'aller au ministère des Affaires étrangères où vous allez voir beaucoup de nos compatriotes venir acheter le passeport pour partir. Il y a des raisons. D'autres partent pour des raisons d'études. Mais il y a ceux-là qui veulent réellement quitter le pays parce que pour eux, il ne fait pas beau vivre. Vous avez décrit notre pays tout à l'heure. Le pape l'a décrit comme un diamant. Et réellement, notre pays est beau. Notre pays est très riche. On l'a toujours vanté dans des colloques, ainsi de suite. Mais pourquoi les jeunes, pourquoi aujourd'hui nous voulons quitter le pays pour aller soit en Europe ou en Amérique? C'est parce que ici, vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait... Oui, avec tous les risques qu'il y a. Donc, au péril même de nos vies, nous acceptons de quitter ce beau pays pour aller ailleurs. Pourquoi? Vous-même, vous avez dit tout à l'heure, vous avez fait 3 mois, il n'y a pas d'électricité. Comment vous mangez? Vous devez acheter les braises chaque jour. Vous devez aller chez un voisin pour repasser vos chemises. Voyez ce calvaire-là. Donc des petites choses, on n'arrive pas à nous les donner. Ça devait interpeller nos autorités sur ce que nous avons suivi avec la dame. Regardons cette vidéo-là. Les mamans avec des enfants, avec tous les risques qu'il y a, serpentent, vont des forêts, passent des forêts, et les narcotrafiquants sont là aussi en Colombie. Un pays où on tue les gens comme des mouches, mais vous voyez comment des Congolais prennent les risques simplement pour aller aux États-Unis. Aller, soit à Los Angeles, je ne sais pas moi. Alors que... Et à pied. À pied.
Alors que dans leur pays, si le pays était bien géré, ils n'allaient pas quitter ce pays. On m'a raconté en Tanzanie, un Tanzanien n'envie pas l'Europe. Un Tanzanien, un Zambien préfère rester dans son pays. Pourquoi? Parce qu'il y a tout là-bas. Il n'a pas à aller faire des moulongos devant des ambassades où on les laisse debout pour avoir le visa. Donc ça doit interpeller nos autorités, ce phénomène-là où les jeunes veulent quitter notre pays. Il n'y a pas de travail, pas d'eau, pas de courant, l'électricité, la journée. On est incapable de nous donner l'électricité, alors que la journée, s'il y a l'électricité, les unités de production vont fonctionner. Aujourd'hui, combien de chambres froides ont fermé? Combien de cyber ont fermé? Combien de salons de coiffure n'arrivent pas à fonctionner? Simplement parce qu'il n'y a pas une denrée qu'est l'électricité. Donc à nos autorités de comprendre qu'ils peuvent faire en sorte que nous restons dans ce pays s'ils nous mettent dans des bonnes conditions. Et c'est possible. Donnez seulement le courant, c'est tout un problème. Les câbles, vous devez les acheter vous-même. Vous appelez la SNEL, elle fait des caprices. Cotisez pour acheter des câbles. Dans un pays où il y a tout ici, on peut fabriquer ces câbles-là avec les minéraux que nous avons. Avec le cuivre. Donc ça doit interpeller nos autorités. C'est une honte de voir un Congolais quitter ici alors que nous avons des Indiens qui viennent chaque jour ici très sales. Il est là. 3 mois après, il devient un boss. Mais nous voulons quitter ce pays, aller ailleurs. Les Chinois viennent, les Indiens viennent, les Pakistanais viennent, et après, ce sont des boss. Ils commencent même à malmener nous, les propriétaires du pays. Donc ça doit nous interpeller pour dire qu'ici, il y a tout. Nous n'avons pas à partir, laisser ces pays aux Indo-Pakistanais. Venez ici à Gombe vers 22h, 23h. Vous allez vous dire, mais je suis dans quelle ville? Vous voyez déjà avec des voiles, tout ça. Ils viennent. Parce qu'ils comprennent qu'ici, il y a l'argent. Mais toi, tu veux quitter ici, aller à Paris, tu vas trouver l'argent là-bas. Non, il y a tout ici. Moi, je demanderai à mes frères, sœurs congolais, restons ici, il y a tout ici. Que nos autorités arrangent les choses, qu'ils nous donnent ce dont nous avons besoin et nous allons bien vivre. Alors, monsieur... Oui. Non, il y a un problème. Il y a eu 2 ou 3 temps dans cette immigration, ou émigration plutôt, puisqu'on quitte ici pour aller à l'extérieur. Dans cette émigration, il y a eu un temps où, en Europe par exemple, puisque c'est là que nous sommes allés en premier, vidéo, là, vous dit quoi? Ça me dit qu'il y a un problème de méconnaissance, comme le porte-parole de l'UDPS l'a dit. C'est le rêve. C'est-à-dire, il y a d'abord le rêve. Quand les gens regardent le film, les télévisions, ils voient Paris en couleur, ils voient l'Europe en couleur. Ils veulent le rêver et vivre ce rêve-là, Paris en couleur. Mais c'est aussi ceux qui sont partis en premier là-bas, surtout ceux qui sont partis en Europe vers les années 80. C'est eux qui ont créé un mythe d'Europe. Le mythe, c'est quoi? Ils arrivent là-bas, il y en a qui vendent leurs parcelles ici pour y aller, pas pour étudier, pour gagner leur vie. Puisqu'ils ont vu certains partir, ils n'étaient rien ici. Au bout de quelques mois ou de quelques années, ils reviennent bien habillés, ou alors ils envoient des voitures d'occasion qu'ils ont achetées à 500 à l'époque, 5 000 francs français, des trucs comme ça, ou aujourd'hui 1000 euros, etc. Ils envoient aux parents une voiture, etc. Les gens disent, comment est-ce qu'en peu de temps, ici, c'est que même un directeur ne peut pas avoir, notre frère, notre ami ouvrier là-bas, il arrive à acheter une voiture en peu de temps, etc. C'est le miroir aux alouettes. Les gens souffrent là-bas. Autant nous, quand on était là-bas vers les années 70, c'était par l'aide des parents ou par l'aide du gouvernement pour certains qui étaient boursiers. La vie était belle, elle était facile. Mais après les années 70, vers les années 80, la vie commençait à être très difficile pour déjà avoir le papier pour rester. Le papier de séjour, c'est la croix et la bannière. Mais les gens souffrent, certains travaillent avec les papiers d'autrui, de cousins, de copains, etc. On leur ponctionne une partie de leurs ressources, etc. La vie n'est pas facile. C'est-à-dire, aujourd'hui, pour un pan entier, en dehors de ce qui a été dit par Mamie Abongo, ce qui est vrai aussi, c'est plutôt le rêve que moi aussi, à mon tour, quand je vais venir à Kinshasa pour les vacances, on va dire, ah non, ils viennent frimer. Ils achètent, prennent des crédits où ils volent de l'argent par des djekula, des trucs comme ça, ils construisent
des hôtels, c'est-à-dire des flat hôtels. On dit, mais là-bas, l'argent, on ne ramasse pas l'argent là-bas. La vie était très difficile. Les dames que vous voyez revenir ici en talons, là-bas, ils ne sont pas en talons. Pour aller travailler, ils sont en basket tous les jours. Ils se mettent en talons en venant ici. Nos jeunes gens qui sont là-bas, des garçons, ils ne sont pas toujours bien habillés comme des sapeurs quand ils sont là-bas. Ils s'habillent en jean, ils travaillent notamment dans les services comme gardiens, agents de sécurité. Très peu travaillent dans l'administration comme fonctionnaires. Très peu, même pas 5%. Donc la vie est difficile, les gens pensent là-bas, quand tu arrives, tu as un bel appartement, tu peux aller vers la Tour Eiffel, prendre des photos, l'Arc de Triomphe, prendre des bateaux-mouches, surtout la nuit avec beaucoup de couleurs. C'est ce que moi j'appelle miroir aux alouettes. Donc il faut qu'on revienne sur une organisation de notre État pour arriver à pouvoir assouvir les besoins de notre population ici restreints. Alors Eric, vous avez vu la vidéo là? Oui. Une femme qui pleure, oui. Une Congolaise qui pleure. C'est choquant en fait. Qui était choquée de voir comment est-ce que nous sommes, nos compatriotes, en train de souffrir dans les forêts de l'Amazonie là. Oui, c'est choquant. Ce que nous avons vu, l'interview donnée ou la vidéo faite par la dame. Les images qu'elle a montrées, c'est choquant de voir nos compatriotes se déplacer à la recherche du mieux, en fait. Monsieur le directeur, c'est que les Congolais n'est pas ignorant, en fait. Les Congolais n'est pas ignorant. Ceux qui quittent le pays, ce n'est pas de leur propre gré. C'est le manque d'opportunités. Le seul lieu où on trouve d'opportunités, où on peut s'enrichir dans ces pays, c'est la politique, tout le monde le sait. Oui. Quelles sont les banques congolaises qui donnent des crédits aux jeunes Congolais porteurs des idées, porteurs des projets? Il y en a combien, ces banques-là? Et ceux qui vendent leur maison, ils peuvent pas s'il vous plaît, investir ici. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Et le crédit qu'ils donnent, c'est avec des gages. Jeunes Congolais finit ses études à l'université, qui à peine a étudié avec l'argent des arachides que la maman vendait au coin, où est-ce qu'il va avoir les gages pour donner? Même le projet, l'État congolais ne les reconnaît pas comme gage à donner. Les certificats de création, l'État congolais ne les reconnaît pas. Les banques ne les reconnaissent pas ici. Si on parle des Indiens ici, non. Mais soyons sérieux quand même. Les Indiens qui viennent ici, mais ils trouvent le banque créé par leurs frères. Et ceux qui ont précédé ont reçu des crédits des banques indiennes. Ils n'ont pas parachuté comme ça du néant, non. Ils ont trouvé l'infrastructure déjà existante. Et quand ils viennent ici, ils travaillent à un certain moment donné dans les boutiques, dans les magasins de leurs frères. Et puis à un certain moment donné, ils reçoivent des crédits pour aller créer le leur. Ce que les jeunes Congolais manquent aujourd'hui, ce sont les opportunités. Ce sont des banques. Parlons de jeunes KMB, l'inventaire de la tablette Motema. Mais il était venu ici. Il produit sa tablette aux États-Unis. Mais il a dit, j'ai la capacité de le produire ici au pays. C'est de la technologie en fait. C'est antique. Tout le matériel de surveillance, sécurité qui est installé à la présidence aujourd'hui vient d'où? De la Chine. Et des autres pays occidentaux. Et ces matériels-là, quand ils viennent là, ils peuvent placer des mouchards. Oui. Des caméras espions. Exact. Pour vous espionner. Mais un jeune Congolais qui vient, il dit, je peux faire tout ici. Parce que les minéraux, nous en avons. Je manque le moyen. Il avait fait un projet de 100 millions de dollars. Dans un premier temps, s'il pouvait recevoir 20 millions, il allait installer. Mais qui lui a donné ça? Mais du jour au lendemain, on attend des gens qui ont détourné plus que ça. Soyons sérieux quand même. Les Congolais ne sont pas ignorants. Ils sont conscients. Mais les opportunités, ils n'en trouvent pas dans leur propre pays. Ok. Alors, le tout? Moi, je crois qu'il faudra... Bon, j'ai vu la vidéo, hein, c'est, comme dit Eric, très choquant. Hein, une compatriote qui je m'interroge comment ils se sont retrouvés en Amazonie. Parce que bon, l'Afrique, c'est quand même très, très blessant avec les enfants comme ça dans la forêt, c'est pas normal. Mais vous savez, l'homme, depuis la nuit des temps, l'homme s'est toujours déplacé. Même l'homo sapiens. Très bien. Ça, il faut voir les choses par rapport aux migrations des peuples.
L'homme s'est toujours déplacé. Mais ce qui se passe en Afrique, et particulièrement au Congo, c'est un problème de bien-être. Parce qu'on veut toujours être mieux ailleurs. Si... Pardon? Oui, même chez le voisin. Les Rwandais viennent ici, non, pourquoi? Parce qu'ils veulent être mieux chez nous. Hein, Oui, ça a toujours été comme ça, madame. Si vous n'êtes pas bien chez vous, vous irez ailleurs. Oh, ici c'est bien. Si vous n'êtes pas bien chez vous, vous irez ailleurs. Et c'est l'histoire des peuples. Ça a toujours été comme ça. Aujourd'hui, nous sommes. Prenez l'exemple de l'Union européenne. On va dire tout le monde est un peu au même standard, hein, au standard européen, au niveau de salaire, au niveau de la santé et de la formation, au niveau scolaire et tout ça. Mais ça n'empêche pas un Français, s'il a un contrat en Hongrie, d'aller s'installer en Hongrie. Ça n'empêche pas un Anglais, s'il a un contrat en Belgique, d'aller travailler en Belgique. Parce que s'il estime que, par rapport à son niveau d'études et à sa formation, les Belges peuvent l'offrir mieux, il y va. Ça, c'est humain. Mais ce qui se passe ici, c'est dramatique. Ici en RDC et généralement en Afrique, même en Afrique subsaharienne, on voit avec les jeunes Maliens, Guinéens qui traversent la Méditerranée, parce que ils vont vers... C'est le désespoir. Est-ce que vous vous rappelez l'histoire des enfants qui sont retrouvés coincés dans l'avion, qui avaient écrit voilà, une lettre au chef d'État? Dans le pneu d'avion. Voilà. Et cette lettre-là résumait tout. Ils ont écrit l'élite politique africaine. Elle dit voilà comment prenez conscience de ce que nous sommes devenus aujourd'hui. On traverse la Méditerranée, on se faufile dans des soutes à bagages pour aller chercher quoi? Parce que, comme dit monsieur, on a tout ici. C'est l'État qui doit garantir tout ça, le bien-être. Si l'État faillit, les gens partent. Les gens partent. Si vous n'arrivez pas à donner une meilleure santé, soins de santé aux gens, bah, ils iront se faire soigner en Afrique du Sud, en Inde. C'est ça aussi tout ça. Vous ne donnez pas l'emploi aux jeunes, qu'est-ce qu'ils vont faire? Ils vont aller chercher, traverser vers l'Oufou, l'Angola, tout ça. Vous ne sécurisez pas les gens, bah, ils vont aller dans un pays qui est sécurisé. C'est ce qui se passe aujourd'hui. Ça n'a rien d'autre. Le bien-être. Les gens cherchent le bien-être. Même vous, en tant que père, si aujourd'hui votre fille vous dit bah, je vais épouser Eric qui est à pied, qui n'a pas d'emploi, vous allez quand même poser des questions. Elle dit mais ma fille, t'as bien réfléchi, parce que qu'est-ce que tu vas... Oui, c'est ça la situation. Non, on doit réfléchir. Oui, c'est ça aussi. Le bien-être. Ils vont chercher le bien-être ailleurs. Voilà. Oui. Même le monsieur Saint-Pierre a fait... En résumé, parce que nous sommes arrivés à la... Non, mais Noël, en résumé, moi je suis d'accord totalement avec ce que notre ami vient de dire sur le plateau. Mais il y a un élément qu'il faut peut-être ajouter, c'est au niveau de la conscience. Vous-même, vous veniez de dire ici qu'il vous arrive des fois à passer 5 ou 6 jours sans électricité chez vous. Ça fait 3 mois. 3 mois, 21e siècle. 21e siècle. Directeur au niveau de la RTNC qui consacre de vraies émissions comme ça que nous sommes en train de passer au niveau de la RTNC. Est-ce que vous trouvez normal, rien que l'électricité Voilà. Est-ce que vous trouvez normal que rien que vos propres émissions, des fois, vous arrivez des fois à suivre, si on vous envoie sur le WhatsApp? Ce n'est pas normal. Moi, je veux faire comprendre aux Congolais qu'aujourd'hui, là, si les citoyens congolais prennent leurs responsabilités pour dire je vais au ministère des Affaires étrangères chercher un passeport pour voyager ailleurs parce qu'il en a marre, parce que des fois il en a tout fait et s'en aller. Je pense aujourd'hui, Gandhi, nous venons, nous deux, de la France. Est-ce que vraiment c'est à comparer la France telle que nous la connaissons et les Congos d'aujourd'hui? Voilà. Alors, bon, voilà. Comme c'est le jour et la nuit, comme vous le dites là, les jours et la nuit. Les jours et la nuit. Maintenant, que dire aux citoyens congolais dont nous avons l'obligation de ôter l'ignorance et de les ramener à la conscience? Donc, la dame qui prend ses responsabilités difficiles de quitter le Congo et se retrouver dans des conditions complètement pétrin devait nous inquiéter. Pour faire du Congo, donner le bonheur au peuple congolais et non pas laisser l'âme du Congo se retracer de cette manière-là. Voilà encore les conditions
qui s'ajoute dans la conscience politique de nos dirigeants aujourd'hui. Moi, sur ce point-là, je me dis, est-ce que nos dirigeants ont la conscience tranquille lorsqu'ils voient que les enfants, les compatriotes traversent le continent de cette manière-là? Moi, à mon niveau, j'aurais dû tenir ne serait-ce qu'un discours pour dire ça suffit comme ça, retraçons notre manière de voir, pour que le Congo soit le Congo et non pas le Congo des reproches. D'abord, commençons par nous les Congolais qui les reprochent des choses de manière récurrente et permanente, et que dire encore des étrangers qui viennent. Vous allez parler de la ville-province de Kinshasa. Regardez, je me résume. Regardez ce qui est devenu Gombe. Sur Gombe, vous savez combien des étrangers habitent Gombe et combien de Congolais habitent Gombe. La ville-province de... Voilà. Non, au moment où je vous parle, l'ensemble des immeubles que vous voyez pousser là n'appartiennent pas aux Congolais. Ça, vous devez retenir. Je sais que les Congolais seront obligés à chaque fois vendre le minimum qu'ils ont entre les mains des expatriés qui vont les reconstruire et vous allez trouver un autre lieu à vous dégager pour aller vous confiner avec vos compatriotes. Ce n'est pas normal dans un pays qui se respecte. Ok. Ok. Oui. On ne peut pas empêcher des gens. Quelqu'un a dit ici que comparer Paris et Kinshasa, c'est le jour et la nuit. Mais Paris a commencé à se construire il y a des siècles. Kinshasa est construit à peine. Donc vous comprenez. Il y a plus d'un siècle. Oui, mais contre Paris existait en 1400. Kinshasa de 1960, vous le comparez avec Kinshasa d'aujourd'hui. C'est pas la même chose. Attendons bien, Simon. Le pays s'est défini. Non, mais non, le discours des fétistes là, c'est pas bien. S'il vous plaît. Nous devons qu'on doit vivre dans un monde où tout est déjà fait. Simon, vous êtes un homme politique. Vous êtes un homme politique. Il faut encourager notre population à travailler. Simon, commencer à envier les choses des autres. Simon, vous êtes un homme politique. Oui, il faut encourager la population à travailler. À travailler. Nous devons la politique. Donner les opportunités. S'il vous plaît. Donner au peuple les opportunités. La politique, ce qui doit rendre beau. La politique doit rendre beau. Je pense que nous devons prendre conscience. Hier, quand j'étais reporter, je prends quelques noms au hasard comme ça. J'ai été à Nyoki. Nyoki faisait de bois. J'ai trouvé les cadres là-bas. Ils avaient tout. Bibliothèque, le jeu de ping-pong, le jeu de ceci. Donc, tout ce qu'on trouve à Kinshasa, on le trouvait à Nyoki. Et les cadres me disent, quand je pose la question aux cadres, mais vous ne pensez pas Kinshasa? Mais on vient de faire quoi là-bas chez vous? D'abord, vous crevez de faim là-bas. Et tout vous coûte cher là. J'étais à Kalima. Kalima faisait quoi? Kalima, c'était le truc de l'étain, l'exploitation. Les cadres à Kalima, mais se sentaient mieux que les cadres ici à Kinshasa. D'abord bien logés. Un homme comme ça, si vous lui demandez, vous le prenez de Kalima pour l'envoyer ici à Kinshasa, il va refuser. Il dit non, je ne parle pas. C'est l'exemple de l'université Lovalium. J'étais à Guiliba. Guiliba, c'est le sucre. Le sucre. Mais les cadres qui étaient là, si vous discutez avec eux sur Kinshasa, vous dites mais non, on n'a rien à voir avec votre truc là inutile. Vous vantez des choses que vous n'avez pas vécues. Moi, je suis né au village, moi. Oui. Que lui nous dise si le village aujourd'hui est mieux que le village d'hier. Non. C'était mieux hier. Le village a connu une désertion que vous voyez traduite dans l'exode rural. Bon, et ça, l'inversion est en train de venir avec le programme 145 territoires pour corriger, pour amener les gens vers là où il y a un centre de production. Ok. C'est ça le travail qu'il faut faire. C'est l'enseignement qu'il faut donner à la population et pas commencer à décrire l'histoire des voyages en Europe. Nous venons de voir le chef de l'État qui reproche le commandant des opérations kenyan face à ce que le chef de l'État a entendu des populations. Nous venons de voir comment est-ce que le Congolais est en train de souffrir dans le pays lointain pour aller chercher le bonheur alors qu'il a un pays où il peut bien vivre.
prier n'est pas interdit. Prier, c'est bon. Mais compter rien que sur la prière, ça ne nous avancera pas. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce numéro. Merci à vous autres les intervenants. Merci les plateaux. Merci la réalisation. Et prenons rendez-vous dimanche prochain, si Dieu le veut. Et bonne fête des Pâques. Bonne fête, directeur. Bonne fête. Bonne fête. Merci. Naboyo tani kwa biso na tebo, tukiwa baye tae.